Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette session, l'avant-dernière session de ces rencontres extra destinées à l'entrée de la fonction publique dans la DSN. Ce matin, vous participez à une session spécialisée sur des problématiques de la fonction publique hospitalière, mais bien évidemment, tous les représentants d'autres fonctions publiques sont les bienvenus, puisqu'il n'y a que les cas particuliers qui seront spécifiques à la fonction hospitalière. Les autres sont de façon générique, traitent de façon générique de l'entrée en DSN. Donc pour cette journée, je suis donc Didier Kuhn du JPMDS. Je suis accompagné par les experts de la CDC, représentés sur scène par Madame Danielle Thuot, à qui je vais laisser la parole pour présenter ses collègues. Oui, bonjour, donc Danielle Thuot, donc experte DSN à la CDC pour le fonds IRCANTEC. Et également avec nous, il y a donc Vanessa Dolbois, donc pareil, experte DSN à la CDC pour le fonds IRCANTEC, et Valérie Fed, donc qui est experte DSN pour le fonds de la CNRACL. Bienvenue mesdames. Donc effectivement des experts pour répondre aux questions que vous avez déjà commencé à poser. Et parmi ceux qui sont présents derrière, Sophie Caillot, qui est du JPMDS aussi, qui m'accompagne et qui va justement être en back-office pour essayer de répondre au mieux. Alors la première question portée sur le son, bien évidemment, ça ne sert à rien qu'on lui réponde en direct à l'oral, puisqu'il n'y a pas le son. Donc on va démarrer cette présentation. Je reviens sur les éléments. Donc, je vais moi aussi rapidement couper ma caméra pour sauvegarder un maximum de bandes passantes. Maintenant que vous avez pu mettre une tête et un nom sur l'entrée en DSN, je vais repartir et puis on va revenir sur les deux sessions de questions-réponses qui vont avoir lieu pendant la présentation. Alors, tout d'abord, un grand bienvenue. Ensuite, quelques petits éléments techniques. On vous invite à utiliser Google Chrome si vous n'avez pas déjà choisi un autre utilitaire, un autre provider, sachant qu'Internet Explorer ne fonctionne pas avec Livestorm, qui est la solution que nous privilégions aujourd'hui. Si vous avez des problèmes de son ou de vidéo, ils sont résolus avec le petit lien en haut à droite qui est des problèmes avec le son ou la vidéo. On vous dit qu'effectivement, ça permet de rafraîchir la page, c'est 75% des problèmes, puis d'autres éléments. Nous sommes ensemble pour une présentation qui va durer entre 1h et 1h15 et éventuellement, s'il faut pousser à 1h30 parce que les questions que vous posez nécessitent un temps complémentaire, on sera là, mais normalement, ça doit tenir en 1h, 1h15. Vous avez un replay qui sera disponible à la fin de la présentation, donc même si vous avez des problèmes en cours de route ou si vous devez vous absenter, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revoir la totalité de l'intervention. Le support est disponible dans un petit nuage, un petit bouton nuage qui est en haut à droite. S'il ne l'est pas tout de suite, il le sera au moment du replay. Là, ça dépend des versions de logiciel que vous utilisez. On a des émoticônes qui sont accessibles, qui vont vous permettre de nous dire bonjour, surtout de dire bravo quand c'est bien, et puis de réagir aux présentations. Et puis, toutes vos questions et nos réponses sont à poser dans l'onglet questions. Et vous aurez la possibilité soit de voir les réponses en direct pour les questions les plus pointues, ou alors celles qui nécessitent effectivement qu'on s'y penche un peu plus tard. On vous y répondra en direct puisqu'on vous êtes inscrit avec vos adresses mail. Sinon, vous aurez une synthèse de l'ensemble des questions-réponses qui vont être posées aujourd'hui et puis des autres webinaires sur Net Entreprise. Et on va mettre à votre disposition des sondages pour essayer d'adapter le contenu et puis surtout pour comprendre un peu qui vous êtes et voir comment on va pouvoir être le plus proactif possible à vos côtés pour vous amener vers une plus grande sérénité au moment d'entrer dans la DSN. L'ordre du jour, on a deux grands points. Ça va être de préparer la DSN avec ses points d'attention et puis comment accéder à la DSN puisque finalement on est là sur fin octobre, allez, 2/3 d'octobre, ce qui veut dire qu'il vous reste 2 mois et demi pour faire les premiers tests et valider le paramétrage de votre organisation sur la DSN. Alors, première partie, préparer la DSN. Un petit résumé tout de même. La DSN va remplacer l'ensemble des déclarations effectuées par les employeurs et leurs mandataires. Donc ça, c'est la loi qu'on appelait la loi Warsmann, qu'on appelle maintenant la loi du 22 mars 2012. C'est donc une seule démarche pour
déterminer les droits des salariés, bien évidemment, retraite, assurance maladie, etc. Ça va permettre de recouvrir les cotisations qui sont applicables aux entreprises et aux établissements publics, ainsi que le prélèvement à la source, qui est emporté dans le même véhicule que la déclaration sociale nominative. Pour vous, au niveau de la fonction publique, dans un premier temps, on va remplacer la DATSU, que vous faites chaque année, la DUX, pour son volet URSSAF, et puis le prélèvement à la source qui passe aujourd'hui par Passereau, avec tout ce qui est relatif au prélèvement à la source, aussi bien la déclaration des montants que le retour dans les comptes rendus métiers, le retour des taux chaque mois. Pour les employeurs qui sont concernés, on va aussi substituer certaines formalités des organismes complémentaires, mutuelles, sociétés d'assurance, institutions de prévoyance, et puis de recouvrement de la CRPNPAC, qui se rajoute dans la DSN. La généralisation de la DSN, donc, qui avait démarré en 2017, va s'achever en janvier 2022. C'est une échéance qui a été fixée par la loi ESSOC de 2018. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation qui est faite à tous les employeurs. La DSN, qu'est-ce que c'est? J'aime bien dire que c'est le reflet de la paye, réellement. Vous avez sous vos yeux, ébahis, une fresque calendaire. Cette fresque calendaire donc, reprend janvier, février, mars. Et puis, à l'intérieur, on y a injecté les événements qui peuvent arriver. Par exemple, les émissions de la paye. Les émissions de la paye, on les a fixées artificiellement aux alentours du 20, ça peut être un peu plus tôt, ça peut être un peu plus tard, mais bon, ça n'est jamais le dernier jour du mois. On y a aussi ajouté les échéances de la DSN. On les a fixées là arbitrairement le 5, puisque les échéances sont au 5 ou au 15, selon que vous êtes sur un rythme mensuel ou un rythme trimestriel pour le paiement des cotisations. Donc, c'est les petits triangles rouges, c'est l'échéance de la DSN. Et puis en dessous, sur la partie basse, des événements qui sont intervenus dans le courant du mois. Des arrêts de travail pendant le mois de janvier, un changement de contrat fin janvier, et puis un changement de contrat courant février. Et vous apercevez que tout ce qui est avant l'émission de la paye va être transmis et va transiter par la DSN du mois suivant. Tout ce qui est même dans le même mois de janvier, mais après l'émission de la paye, par contre, comme ce qui est apparu avant l'émission de la paye de février, sera dans la DSN du mois principal de février émis au mois de mars. Donc en réalité, vous avez des échéances qui sont distinctes des événements et c'est relativement simple de vous retrouver à l'intérieur de ce calendrier pour savoir quel élément ou quel événement ou quelle chose doit transiter dans la DSN. C'est pour ça qu'on dit que c'est la photographie de la paye, parce que c'est une photo qui est prise en fin de mois au moment de l'émission de la paye. Tout ce qui est antérieur est dans la DSN suivante, tout ce qui est postérieur à l'émission de la paye est dans la DSN du mois suivant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la DSN? C'est toutes les informations de la vie d'un agent dans son établissement. Les informations qui sont liées à son activité, le contrat, les rémunérations qui sont perçues, les primes qui sont reçues, les cotisations qui sont versées, les informations qui sont liées à un signalement d'événement, on va y revenir par après, et puis, bien évidemment, le prélèvement à la source, qui communique les taux appliqués aux agents, et puis qui transmet aussi les données calculées et les différents paiements afférents à la DGFiP. La DSN, là, on vient de voir ce que c'était, là maintenant, c'est comment c'est constitué? C'est constitué par toute une série de blocs thématiques et de rubriques. Il y en a 93, on a repris les plus grandes. Ces blocs thématiques concernent l'entreprise, ça part à la base sur le SIRON, l'établissement, donc c'est le SIRON plus NIC, donc c'est le SIRET, l'individu, par son NIR ou un numéro technique temporaire, le contrat, avec les événements du contrat, l'arrêt de travail, la fin du contrat ou sa suspension, et puis les versements, qui sont les rémunérations, les primes, les bases assujetties et les cotisations individuelles, puisque les versements, ce n'est pas seulement ce que vous versez aux salariés, c'est aussi ce qui est versé au niveau des cotisations sociales. Pour que ce système, finalement, qui s'exonère des dates et des échéances pour les déclarations antérieures, va nécessiter finalement un contrôle continu tous les mois, et ce contrôle continu ne fonctionne bien qu'à partir du moment où on utilise ce qu'on appelle des données de qualité. Alors les données de qualité, à 95% du temps, elles sont déjà dans votre plan de paye, elles sont déjà dans votre logiciel. Simplement, certains éléments ont besoin d'être spécifiés ou d'être précisés, et ça nécessite du coup des interventions au niveau du paramétrage. Première catégorie de données de qualité, ça concerne l'établissement, c'est-à-dire où a lieu l'activité.
La maille déclarative dans la DSN, c'est le SIRET. Donc, en réalité, on doit avoir une déclaration sociale nominative pour chaque établissement d'affectation, et chaque établissement doit donc inclure tous les salariés qui sont rattachés. On vous a mis plus d'informations avec ici, avec écrit en bleu souligné. À chaque fois que vous allez croiser cette typographie dans la présentation, c'est qu'il y a derrière un lien hypertexte qui vous amène sur une documentation spécifique particulière à chaque élément. Ensuite, il est préconisé d'utiliser le SIRET qui est responsable de la paye de l'agent. Par exemple, quand il y a un établissement qui gère la paye pour les autres, on doit respecter la responsabilité juridique et la gestion administrative la plus proche de la réalité. Donc finalement, quand on a une cantine dans un établissement public, on va dire qu'il y a ce qui est administratif, ce qui est activité, ce qui est service aux usagers. Alors, service, j'englobe tout, hein. Excusez-moi si mon vocabulaire n'est pas exactement adapté, mais on peut avoir plusieurs lieux d'activité, en réalité un seul, c'est-à-dire le centre administratif gère la paye pour les autres et c'est ce SIRET-là que l'on conseille d'utiliser pour le faire. Cependant, il est demandé que ce soit un compte actif, un compte cotisant actif auprès de l'URSSAF. Donc, si vous avez le moindre doute, si ce n'est pas déjà un SIRET que vous utilisez, prenez contact avec votre URSSAF de façon à définir quel SIRET utiliser. Depuis très très peu de temps, spécifiquement pour vous au niveau de la fonction publique hospitalière, il y a une évolution au niveau de l'établissement, puisqu'un projet de décret va ouvrir donc aux établissements de la fonction publique hospitalière la possibilité de déclarer sur une maille, ce qu'on appelle une maille déclarative agrégée. Pour ça, il y aura deux conditions à respecter au départ, c'est que toutes les déclarations de sinistre AT-MP seront sur le même établissement centralisateur, et vous allez recevoir un seul taux accident du travail, maladie professionnelle. Ce regroupement, il va s'effectuer obligatoirement et pour l'ensemble des SIRET sur celui qui comporte le plus de salariés. Et une demande doit être formulée à la CARSAT de la circonscription de l'établissement centralisateur au plus tard le 31 octobre de l'année précédente. Alors, cette année, pour le taux 2022, il y a une tolérance qui pousse jusqu'au 30 novembre 2021. Cette tolérance, par contre, vaut uniquement pour les établissements qu'on appelle l'article 2 de la loi 86 sur le statut de la fonction publique hospitalière. Donc, en gros, pas pour la fonction publique territoriale qui doit déclarer par SIRET et pour lequel le regroupement de SIRET n'est pas autorisé. Elle s'applique aussi, quelle que soit la nature des taux, qu'ils soient collectifs, individuels ou mixtes. Et là, gros point d'attention, on vous invite, pour ceux qui seraient tentés ou qui sont déjà en partie concernés et qui souhaitent profiter de cette tolérance, on vous demande de vous rapprocher de votre CARSAT pour convenir du taux utilisé et puis pour voir effectivement comment ça se met en place, sachant que vont être impactés la Caisse de dépôt et consignation, les URSSAF et la CARSAT pour cette mise en place. Donc c'est un point qui vient d'être mis en actualité. Le décret n'est pas encore paru. On vous donne l'information parce que vous avez la gentillesse de venir assister à cette présentation aujourd'hui et autant vous donner une information la plus proche de la réalité possible. Donc, c'est dans quelques jours que ce décret devrait être publié. À partir de ce moment-là, on pourra le mettre en place. Vous pouvez, puisque pour certains, c'est une négociation qui a déjà démarré avec l'URSSAF ou avec la CARSAT, vous pouvez vous rapprocher de votre CARSAT parce que ça va se mettre en place. C'est plus une chose imaginaire, c'est une chose imaginable et voire même c'est une chose qui va se faire. Ensuite, dans l'autre typologie de données pour laquelle on a besoin d'avoir des données de qualité, c'est l'identification de l'individu, bien évidemment. Chaque individu doit être identifié dans la DSN. Et donc, on l'identifie par son numéro d'identification au registre, le NIR, sachant que c'est le numéro de sécurité sociale, hein, c'est la base du calcul de l'effectif. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera plus de nous dire quel effectif est présent à telle date, quel type d'effectif était présent dans les locaux à telle date ou autre. La DSN va permettre de les calculer automatiquement. Ceux qui vont avoir besoin de cette information pourront la déduire des informations transmises dans le cadre de la DSN. Mais pour ça, il faut que chaque NIR soit certifié pour être sûr qu'on va avoir un bon suivi. Alors, un NIR certifié, c'est quoi? C'est un NIR qui est à l'identique dans votre système de paye et dans le fichier
des individus qui est présent. Et par exemple, on peut avoir des différences, hein, des écarts. On peut avoir dans votre logiciel des prénoms qui sont accentués qui ne le sont pas au niveau de l'enregistrement de son NIR, ou inversement, un prénom composé qui n'est pas identifié dans votre logiciel de paye. Par exemple, le plus simple, hein, j'ai découvert moi très tard que mon prénom complet était Didier Pierre avec un trait d'union, et j'ai toujours tout le temps fonctionné avec Didier comme étant le seul prénom, parce que c'est quand même un peu plus cool. Mais dès qu'il a fallu utiliser un NIR certifié, ben, mon NIR n'était pas certifié, simplement avec ce problème-là. Si vous n'avez pas de NIR, on a le numéro d'identification d'attente qui doit être renseigné dans ce qu'on appelle le numéro technique temporaire. Et là, vous voyez apparaître pour la première fois le S21 G0030 020, qui est l'adresse informatique de cette donnée, et parce que le numéro technique temporaire, c'est quelque chose que vous allez fabriquer, qui doit être unique pour chaque individu, qui n'a pas effectivement de NIR, et qui s'écrit avec le code sexe suivi du SIRAN, suivi d'un numéro d'identification. Et dans la même DSN qui verra apparaître le NIR de l'individu quand il va pouvoir vous le transmettre, parce qu'il l'aura demandé ou vous l'aurez eu, vous mettrez dans la même DSN le numéro technique temporaire et le NIR, de façon à ce qu'on puisse faire un chaînage et que les droits qui ont été cumulés pour cet individu puissent être portés à son compte et qu'il puisse en bénéficier. Le cas particulier pour les salariés étrangers, alors normalement le NIR, c'est chaque individu qui doit le demander à sa CEPAM. Pour les salariés étrangers, l'assurance maladie fournit un lien qui est intitulé « J'emploie un salarié étranger » qui vous permet de faire une demande et transmettre les demandes des pièces jointes de façon totalement dématérialisée. Et puis, on a les cas particuliers de contrats et qui permettent justement de vérifier et de valider correctement l'inscription de cet individu. C'est dans le cadre d'un service civique, pour un stagiaire, pour un travailleur handicapé en ESAT, pour un élu ou pour déclarer un apprenti. Donc derrière ces mots, à chaque fois, vous avez le lien hypertexte qui vous envoie sur la fiche consigne qui vous permet de répondre à ce qui est attendu et donc de faire un paramétrage correct pour l'individu. Et puis quand une donnée change, il est impératif de déclarer le changement. Donc la nouvelle valeur, elle va être déclarée dans un bloc normal, mais l'ancienne valeur, elle, on va la mettre dans un bloc changement associé de façon, comme je vous le disais au début, à pouvoir chaîner la réalité de la carrière d'un individu, puisque la déclaration sociale nominative, la DSN, est destinée à suivre un individu de son premier jour d'activité jusque malheureusement le jour de son décès, et donc on doit pouvoir chaîner tous ces postes, tous ces statuts, tous ces employeurs, et puis toutes ces situations personnelles. C'est pour ça qu'on parle d'individu. Il peut être salarié, il peut être agent de la fonction publique, il peut être auto-entrepreneur, et voilà. Il peut être malheureusement aussi demandeur d'emploi ou dans une situation de maladie ou de handicap. Et dans tous ces cas-là, on doit pouvoir le suivre de façon à valider l'ensemble de ses droits et surtout de faire que les cotisations qui sont versées pour son compte soit affecté à son compte. Ensuite, un petit schéma qu'on appelle le cercle vertueux de la DSN, et il n'est pas normal, n'est pas nécessaire de poser dans les questions pourquoi est-ce que vous parlez d'un cercle vertueux alors qu'on n'en voit que la moitié où elle reste. En vérité, c'est un demi-cercle vertueux. Mais en réalité, c'est parce qu'il se reproduit éventuellement à chaque modification. Donc, on vous demande de déterminer les SIRET qui seront déclarés. Celui, généralement, qui est responsable de paye. On vous propose de contrôler le SIRET et les lieux de travail. On vous invite à vérifier le NIR de vos individus et d'en profiter pour remplir une obligation qui vous est faite de prévenir les agents que vous allez passer par la DSN. Quand c'est fait, on vous propose de contrôler votre fichier avec deux outils qui soit sont déjà, par exemple, pour Berger-Levrault, les deux outils sont intégrés au logiciel. Pour d'autres, vous allez simplement sur Net Entreprise les télécharger et vous allez pouvoir les utiliser. Et puis, une fois que vous avez envoyé cet élément de contrôle, on vous propose de consulter les comptes rendus métiers, les CRM, vous allez voir souvent cet acronyme passer, les CRM financiers et les CRM nominatifs. Et pour que vous ne posiez pas non plus la question, vous avez sur la diapositive suivante l'ensemble des liens hypertextes qui reprennent ce qu'on vous avait montré sur le cercle vertueux, c'est-à-dire où
aller chercher le DSN contrôle SIRET, comment vérifier le NIR des individus, comment contrôler un fichier, donc aspirer soit DSN Val, qui est l'outil qui permet de vérifier que le format utilisé pour transmettre votre DSN est lisible, DSN FPOC pour les fichiers de paramétrage des organismes complémentaires, et puis comment consulter les comptes rendus métiers, soit compte rendu métier, soit bilan d'anomalie, et en dernier lien, une proposition de courrier ou de mail pour informer les agents, alors qui reprend tous les éléments qui vous permet effectivement vous avez la possibilité de le reprendre à votre compte. J'avais insisté sur la possibilité d'informer les agents au moment où vous validez les NIR. C'est sûrement le meilleur moment pour vérifier que ce que vous avez dans les fiches agents sont à jour en termes de nom, prénom, mariage, situation de famille, adresse, tous ces éléments-là. Et peut-être que, justement, vous pouvez, à l'occasion de cette validation, de cette information, vous pouvez valider que ce que vous avez en fichier est correct et que vous avez tous les éléments qui vous permettent de remplir cette obligation. Alors, la DSN, c'est une photographie. Donc, la photographie, c'est une image fixe que l'on transmet. Maintenant, on doit pouvoir modifier une DSN. Alors là, pour la corriger, on va commencer déjà par se poser une première question. Est-ce qu'on est avant ou après l'échéance? Si vous êtes avant l'échéance, vous avez la possibilité de faire une DSN annulaire en place, c'est-à-dire que vous republiez une DSN qui va écraser la précédente et on ne prendra en compte que la dernière. On vous précise, jusqu'à la veille de l'échéance à minuit, je ne vous souhaite pas d'être au bureau à minuit, dans le stress de l'envoi de la donnée. Donc, je vous conseille de lire la veille de l'échéance à midi. Et du coup, ça vous laisse l'après-midi si jamais il y avait un moindre problème. Je vous rappelle juste que dans les petits problèmes, il n'y a pas seulement les difficultés internes à la DSN, mais au moment de la transmission, une micro-coupure électrique, ça nous envoie un fichier qui peut apparaître comme corrompu, et dans le doute, on vous demande de la renvoyer. Donc, ça serait dommage qu'on ne puisse pas enregistrer pour une raison technique un fichier, alors que simplement, vous aviez juste envoyé sur envoi une seconde fois pour qu'on puisse le recevoir correctement. Si c'est après la date d'échéance, par contre, grâce à la loi OOPS, enfin ce qu'on appelle la loi OOPS, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance, qui est du 10 août 2018, vous pouvez faire une correction sans pénalité dans la DSN suivante. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous avez le droit à l'erreur et que finalement, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a une erreur, on la corrige et à partir du moment où elle est corrigée, on tient compte de votre bonne foi de façon systématique. Ensuite, quand il y a une correction ou un changement apporté, comment est-ce qu'on va pouvoir le définir? Puisque certaines données sont susceptibles soit de changement, soit de correction. Alors, si c'est au cours du mois principal déclaré, on va faire un changement et un bloc changement, ça permet de transmettre la donnée avant changement ainsi que la date du changement, c'est-à-dire de dire, voilà, c'est à partir de tel moment que la nouvelle situation doit être prise en compte. Quand ça a lieu après le mois principal déclaré, on doit passer par une correction. Là, à nouveau, vous avez deux choix. Vous allez voir qu'on a à plusieurs occasions, on vous offre deux choix en fonction, enfin, on vous offre deux choix. Vous avez deux options en fonction d'éléments qui les déterminent, ces options. Là, par exemple, on est après le mois déclaré, donc on fait une correction. La correction, elle peut être soit faite par mode différentiel, soit par mode annule et remplace la donnée. Le premier, la mode différentiel, simplement, vous devez déclarer la différence entre ce qui était attendu et ce qui a été déclaré. Donc, soit en moins, soit en plus, mais de façon à corriger ce qui avait été déclaré auparavant. Et puis, la méthode annule et remplace une donnée, où là, par contre, on vous propose de publier une donnée qui annule la précédente et de republier la bonne donnée. Donc, soit vous déclarez une donnée en négatif, et puis la nouvelle donnée en positif en suivant, sachant que vous devez aussi, puisqu'on est dans la DSN suivante, je vous le rappelle, vous devez aussi déclarer la donnée de la DSN en cours. Donc, vous aurez deux déclarations de données correctes, celle qui valide le mois précédent et celle du mois en cours. Ensuite, les changements. Pour la définition des changements, il faut qu'on vérifie quel est le périmètre des données. On a le choix entre des données qui sont identifiantes ou non identifiantes. Si on se base sur le simple vocabulaire, on va croire que les données identifiantes, c'est celles qui ont trait à l'identité, et pas exactement. Non, non. La donnée identifiante, c'est celle qui permet de connaître l'ancienne et la nouvelle valeur.
Et là, on a besoin de savoir un changement d'adresse, par exemple. On a besoin d'avoir l'ancienne ou la nouvelle. Enfin, c'est pas un bon exemple, l'adresse. Mais on a dans certains cas besoin d'avoir connaissance de ces deux données. Et là, on parle d'une donnée identifiante, ça peut passer par un changement. Ou alors, elles sont non identifiantes. Et ce qu'on appelle une donnée non identifiante, c'est les données pour lesquelles c'est la date de survenance qui va impacter. Et donc, dans chaque événement déclaré au sein du bloc changement, on doit dater par la rubrique date de modification en mettant la date d'effet des nouvelles valeurs dans le bloc changement. Et là, donc, on revient sur les adresses informatiques, l'individu S21G0030 ou le contrat S21G0040. Pour celles et ceux qui ont fait des études de compta, des études financières, vous savez bien que le plan comptable, lui aussi, est par rubrique et ensuite par compte. Et bien là, on est dans le même cas et on parle plus de crédit et de débit que de compte 60 ou 90. Et là, du coup, on est effectivement sur ces adresses informatiques. Donc, dans votre logiciel de paye, normalement, tous ces éléments-là sont relativement transparents et sont mis en place. Ensuite, pour ce qui est de la correction, c'est effectivement quand on a deux natures de données. La première, c'est celle pour lesquelles seule la dernière valeur est utile. Et là, effectivement, donc, c'est l'adresse du salarié. J'étais en train de me mélanger les pieds en vous citant ça comme exemple, mais j'étais en avance d'une slide. L'adresse du salarié, là, seule la dernière valeur est prise en compte. On n'a pas besoin de savoir où il était avant. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est où il habite aujourd'hui, ne serait-ce que pour définir la véracité ou la légitimité d'un accident de trajet entre le domicile et le lieu d'activité. On a besoin de connaître les deux. Et puis, les données dont la valeur est en cohérence avec une période et sur laquelle, effectivement, les dates de modification ont un impact sur les droits. Et on dit dans ce cas-là que la donnée, elle est à la fois descriptive et qu'elle influe sur les droits. Et là, le changement individu en bloc 31 ou changement contrat 41, donc en relation avec le bloc individu de base 30 et le bloc contrat de base 41, et ce bloc changement doit avoir la valeur qui aurait dû être transmise, et puis la date de modification, ou la date à partir de laquelle elle est valable. Maintenant, on va aborder les situations particulières. Avant que vous entriez en mode panique complètement en les découvrant, il faut quand même que vous sachiez que 99% de ces situations ne vont pas vous arriver. On a simplement listé les principaux points qui nécessitent une attention au moment du paramétrage, quand ils se produisent, et puis surtout comment faire quand on est dans cette situation. Alors, premier cas de particulier de paye, un ESPIC, qui lui emploie des agents privés ou publics. Et donc la paye, elle est effectuée sur les deux populations d'un même établissement, de deux façons différentes. Et pour ça, on vous propose dans la DSN d'utiliser les modalités de fractionnement. Et vous avez, sous le lien fraction, un accès à la fiche consigne qui vous explique comment faire ce fractionnement, sachant que la règle de base, c'est que la somme des 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9 fractions. Au-delà de 9 fractions, on se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc on ne les accepte pas. On accepte jusqu'à 9 fractions. Mais ce qui n'empêche que si vous en aviez besoin de plus de 9, il faut prendre contact avec nous de façon à ce qu'on puisse effectivement mettre une autorisation sur le compte et le laisser passer, parce qu'on saura à ce moment-là que c'est une vraie demande que vous faites. La somme des fractions doit être égale à ce que vous auriez transmis si vous aviez fait une seule DSN mensuelle, puisque là, vous allez transmettre plusieurs fichiers. Donc, le raccolement de ces fichiers doit faire une DSN complète. Deuxième cas, vous avez deux populations, mais vous avez un seul règlement. Et donc, on a effectivement chaque paie, donc pour les deux populations, qui donne lieu à une fraction, avec une globalisation du paiement. Le paiement n'est pas exclusivement corrélé au mode de transmission de la DSN. La DSN est mensuelle. Le règlement, effectivement, peut sous certaines formes globaliser, donc rassembler plusieurs fractions, ou alors même être dans le cas du paiement trimestriel. On peut se retrouver avec des indications qui sont une DSN mensuelle publiée chaque mois et un paiement qui est fait le dernier mois du trimestre.
Le paiement des traitements décalés. Petit point de droit pour commencer. Le décalage de paye n'est pas légal. Normalement, dans le droit français, il est précisé que l'on doit faire tourner un train de paye tous les 31 jours maximum et que l'activité doit être rémunérée à la fin de sa période d'activité, c'est-à-dire à la fin du mois. Cependant, on sait que pour des raisons pratiques, des raisons de transmission d'informations, ce n'est pas toujours simple. Donc, à la limite, dans l'ancienne version N4DS, on était dans du traitement du décalage de paye. Là, en étant mensualisé, on va simplement décaler chaque mois, mais ce qui va être porté dans chaque DSN sera l'exact reflet de ce qui doit être mis. Avec une particularité, c'est que les rémunérations que vous allez verser, elles vont être soumises au taux de cotisation au plafond de sécurité sociale de la période d'emploi, c'est-à-dire la période d'activité, même quand le salaire est versé à une période, à une date qui n'est pas comprise dans cette période. Par contre, le net fiscal, et donc le PAS bien évidemment, lui, il va être daté, il va être validé au moment de la date de versement, c'est-à-dire pour les cotisations sociales, on est sur les dates d'activité. Pour les cotisations ou les paiements du fiscal, on est sur le moment où l'argent change de poche. Donc en réalité, votre logiciel normalement est paramétré pour en tenir compte. Si vous avez l'impression que c'est un problème, en réalité non, donc il faut avoir ça en tête. Le social, c'est la période d'emploi, le fiscal, c'est la période de paiement. Et puis ensuite, si vous avez plusieurs trains de paye, vous faites un train de paye pour les contractuels, un train de paye pour les agents, un train de paye pour le personnel médical, par exemple. Vous pouvez très bien séparer administratif, médical. Après, je ne sais pas comment vous avez votre plan de paye et comment vous travaillez. Chaque situation est bonne, bien évidemment. On a la possibilité d'avoir ce principe de fractionnement qui respecte chaque train de paye. C'est-à-dire qu'à chaque train de paye, vous faites une fraction, sachant que le total, la somme des fractions, doit faire la DSN complète, c'est-à-dire tous les agents, pour tous les établissements concernés par la DSN que vous avez publiée. Ensuite, la déclaration mensuelle ou trimestrielle, la DSN mensuelle, c'est la règle. L'option du paiement au trimestre peut être prolongée sur accord de votre URSSAF, mais selon des méthodes qui sont en cours de précision. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on préconisait pour ceux qui étaient au trimestre de signaler à leur URSSAF qu'ils voulaient rester au trimestre, ce qui était généralement accordé, mais il fallait passer par cette démarche préalable. Depuis quelque temps, c'était l'inverse qui a été proposé, donc on vous invite à contacter votre URSSAF si vous êtes effectivement dans cette situation du paiement trimestriel. La situation particulière de la déclaration préalable à l'embauche. La DPAE, elle est à faire dans les 8 jours qui précèdent l'embauche et dans tous les cas, dans les minutes qui précèdent le début d'activité. Il faut que ça ait été publié, ça ait été envoyé avant. Or, la déclaration sociale nominative, elle, c'est le reflet de la paye. Donc, c'est le reflet de la connaissance d'une situation après la première activité. Donc, il n'est pas possible de substituer aujourd'hui la DPAE par la DSN parce que l'une est nécessaire avant le premier jour d'activité et l'autre est finalement possible après la première période d'activité, j'allais dire le premier mois, mais non, certains, quand on est sur des vacataires ou quand on est sur des contractuels, on peut avoir des inframensuels, c'est-à-dire une durée inférieure au mois. Donc, c'est la période d'activité, après la période d'activité. Petite question sur la taxe sur les salaires, c'est l'assujettissement des entreprises, donc des employeurs, qui est déclaré en DSN une fois par an, en décembre ou en janvier, établissement par établissement, par un bloc qui s'appelle assujettissement fiscal et que vous pouvez trouver à l'adresse S21G0044. Cette déclaration d'assujettissement est obligatoire, même si vous n'êtes pas assujetti à la taxe sur les salaires. Et puis, cas particulier, en cas de cessation d'activité, le déclarant donc dispose de 60 jours pour réaliser sa déclaration, puisqu'elle est annuelle, mais là, elle est sur la durée d'activité. Dernier point particulier sur les éléments de la paye, ce sont les signalements d'événements. Les signalements d'événements sont les arrêts de travail ou les fins de contrat de travail. Ils sont aujourd'hui possibles pour tous les contractuels, qu'ils soient de droit public ou de droit privé. Par contre, pour les fonctionnaires, ils ne sont pas attendus avant 2023, avant janvier 2023. Les signalements d'événements, ce sont des moyens d'alerter les organismes de protection sociale du fait
qu'il y a eu un événement dans le contrat d'un des agents, maladie ou accident, ou voire même fin de contrat de travail. Donc, pour la complétude de la DSN, pour les fonctionnaires, effectivement, vous n'aurez la complétude de la DSN qu'à partir de janvier 2023. Avec, en élément précis, tous ces signalements, c'est-à-dire tous ces événements, arrêt de travail, fin de contrat de travail, doivent être portés dans la DSN mensuelle, qu'il y ait eu ou pas. Mais je crois qu'on va revenir après, qu'il y ait eu ou pas de signalement d'événements. Alors, premier cas de particulier, les détachements. Particulier à la fonction publique, puisque ça n'existe pas dans le privé. Les détachements, vous avez dans le petit rectangle orange en haut à droite, vous voyez apparaître FC 2055, c'est fiche consigne 2055. C'est le lien hypertexte qui vous emmène sur la fiche consigne ou les fiches consignes relatifs au sujet dont on parle. Donc, en l'occurrence, pour les détachements, c'est la fiche consigne 2055. Pour les détachements, les deux établissements doivent déclarer le fonctionnaire. Mais bien évidemment, un seul va déclarer les cotisations. Dans la fonction publique territoriale et hospitalière, donc ce qui nous concerne aujourd'hui, les cotisations sont donc déclarées par l'établissement d'origine, si c'est un emploi qui ne conduit pas à pension, hormis pour les cotisations durables, donc vous savez bien qu'elles sont dues au titre de l'année précédente. Donc de toute façon, ça n'est pas quelque chose qui est mensualisé, c'est quelque chose qui va devoir être fait, effectivement. Soit par l'établissement d'accueil, pour un emploi conduisant à pension. Et puis pour la fonction publique d'État, les cotisations sont toujours déclarées par l'établissement d'accueil. Deuxième cas particulier, les suspensions. Là, c'est la fiche consigne 212. Toutes les périodes de suspension, quelle que soit la rémunération de l'agent, qu'il soit à 0 ou à 100% de traitement, doivent être déclarées à l'intérieur de la DSN. On la déclare dans un bloc qui s'appelle « Autre suspension de l'exécution du contrat » et dont l'adresse informatique est S21G0065. Et donc, petit point d'attention, pour la CNRACL, un taux de rémunération doit être transmis puisqu'en fonction du maintien de ce taux de rémunération, il peut y avoir des gratuités qui sont accordées à l'agent et donc c'est important de connaître le taux de rémunération, donc il doit être transmis. Autre cas, les fins de contrat. Hormis le fait que le législateur a depuis peu donné la possibilité à des agents de bénéficier en cas de rupture de contrat du chômage, de la formation du chômage et de l'accès à Pôle emploi pour des accès à d'autres contrats. Vous avez tout ça décrit dans la fiche consigne 2120. La déclaration fin de contrat, elle est obligatoire dans la DSN mensuelle, même s'il n'y a pas de signalement de fin de contrat de transmis. Et puis, on a une liste de motifs avec des codes 014 pour licenciement pour motif économique. Ce qui va vous intéresser plus particulièrement, c'est le 070 et le 071. Et vous voyez apparaître entre crochets FP. Entre crochets FP, ça signale une donnée, une information, une fiche consigne, un renseignement, enfin un autre élément quel qu'il soit, qui va permettre, de signaler ce qui est spécifique à la fonction publique. Donc, on est sur FP 70, révocation suite à abandon de poste, ou révocation suite à sanction pénale. Sinon, on va utiliser le code 999, qui est fin de relation avec l'employeur, autre que contrat de travail, convention ou mandat. Cas particulier des praticiens hospitaliers, fiche consigne 2096. Donc, les praticiens hospitaliers, le personnel hospitalo-universitaire et le personnel en formation, les internes, les externes et les docteurs juniors cotisent à l'IRCANTEC, au même taux de cotisation que l'ensemble des agents qui cotisent à l'IRCANTEC. Pour ça, donc, il est nécessaire de renseigner la rubrique statut d'emploi qui est à l'adresse 026 avec une valeur 06 personnel médical hospitalier, le code statut du médecin à la rubrique code complément PCS ESE à l'adresse S21G0040-005 pour les praticiens hospitaliers, le personnel hospitalo-universitaire et le personnel en formation interne et externe cotisant l'IRCANTEC avec les valeurs qui sont portées et puis des codes qui sont autorisés selon que l'agent est à plein temps ou partiel à titre probatoire, provisoire, permanent ou temporaire, avec ou sans activité libérale ou enseignant-chercheur. Mais ça, ces codifications, vous les connaissez déjà, vous les utilisez déjà. Donc, je ne reviens pas dessus. Par contre,
une base Ircantec cotisée, donc la valeur 28, est attendue à la rubrique code de base assujetti S21G0078 Ensuite, petit cas 2 sur 2 donc pour les praticiens hospitaliers qui cotisent à l'Ircantec, toujours sur cette fiche 2096. La base Ircantec, elle est déclarée dans le bloc base assujetti avec le code 001 qui est renseigné avec 28 bases Ircantec cotisées. Et le montant déclaré dans cette rubrique 004 correspond à une fraction ou à la totalité de la rémunération globale brute. Les émoluments mensuels et certaines indemnités, ça c'est en fonction du statut. Et certaines indemnités peuvent également être exclues de l'assiette. La cotisation Ircantec dans le bloc cotisation individuelle, donc côté 81, avec un code de cotisation qui est renseigné à l'adresse 81001, que l'on va renseigner avec la valeur 0,60 pour la cotisation Ircantec tranche A et 0,61 pour la cotisation Ircantec tranche B. L'assiette cotisée doit être déclarée dans la rubrique montant d'assiette côté 0,3 et le montant des assiettes cotisées tranche A et tranche B correspond à la totalité ou au pourcentage de la rémunération totale soumise à cotisation selon le statut du médecin. Mais là, je dois effectivement revenir vers vous en vous disant que c'est une situation que vous connaissez déjà et c'est des choses, simplement, c'est au niveau du paramétrage que ces éléments-là peuvent changer. La déclaration des gardes, on a deux cas, donc deux fiches consignes, la fiche 2345 et puis la fiche 2343. Alors, on ne les a pas mis dans l'ordre chronologique simplement parce que dans la description qu'on vous fait, c'est la 2045 pour le premier cas et la 2043 pour le second. Le premier, c'est une garde qui est effectuée dans un établissement auquel est rattaché le praticien hospitalier. Ça correspond à une activité dans le prolongement de l'activité principale. Et donc, la déclaration en DSN s'effectue sans traitement spécifique. Par contre, une garde effectuée dans un établissement autre que celui auquel est rattaché le praticien, c'est une activité secondaire, communément donc appelée vacation, et donc on doit la déclarer comme telle. Si par contre, c'est une garde qui est effectuée par un médecin qui n'est pas rattaché à un établissement hospitalier, c'est donc une activité indépendante. Et attention, dans ce cas-là, si le médecin cotise à l'Ircantec, donc on y est déclaré en DSN avec un code statut principal, un code statut emploi, pardon, avec la rubrique statut d'emploi, donc 026, avec la valeur 07, médecin sans statut hospitalier. Donc on a les trois cas. Le médecin est rattaché à l'établissement, le médecin intervient dans un établissement auquel il n'est pas rattaché, et le troisième cas, le médecin n'est rattaché à aucun établissement, et donc du coup, c'est une activité indépendante. Pour l'étudiant hospitalier qui cotise à l'Ircantec, là, on est sur la fiche 2359. Donc, dans le cadre de leur formation, les étudiants hospitaliers réalisent bien évidemment des stages qui sont rémunérés par les établissements publics de santé. Ce sont donc des agents de droit public qui sont ni contractuels ni fonctionnaires. Donc, pour déclarer un étudiant hospitalier en DSN, vous allez devoir renseigner la rubrique code complément PCS ESE, donc avec les référentiels NEH, NET et le grade de NE. Dans la rubrique 005, on revient juste après sur le détail de ce qui devra être pris au niveau du code complément PCSESE, excusez-moi. La rubrique nature de contrat, vous allez la mettre avec la rubrique 90, autre nature de contrat. La rubrique statut d'emploi, vous mettrez la valeur 06, personnel médical hospitalier. Et puis, il y aura un bloc retraite complémentaire avec une rubrique code régime retraite complémentaire renseignée avec la valeur Ircantec, institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques. Je reviens sur le cas particulier des docteurs juniors. Le statut a été créé en novembre 2020 parce que dans la rubrique code complément PCSESE, la valeur va être différente selon le millésime du logiciel que vous avez utilisé pour faire une DSN de test. Si vous utilisez un logiciel millésimé avant la version 2022 en version 01, vous allez devoir utiliser en code 320A pour un interne en médecine, 320B un interne en pharmacie, 320C pour un interne en odontologie. Après la P2201 CR, celle qui va démarrer en janvier 2022, tous sont regroupés sous le code 340A qui est docteur junior. Sujet, non pas sujet à débat, mais sujet à complexité, le complément de traitement indiciaire. Donc là, on a une fiche consigne, la 2410. On vous précise qu'à la suite du Ségur de la santé de juillet 2020, il a été décidé une revalorisation de la rémunération des soignants.
pour les fonctionnaires et certains contractuels. Ce complément traitement indiciaire, CTI, on va l'appeler après, ça ouvre les mêmes droits en matière de liquidation de pension et le même régime social et fiscal que le traitement indiciaire. Alors, comment on le déclare? Eh bien, à partir de la norme P2201, donc, qui va être en production en janvier 2022, celle sur laquelle on va fonctionner, le complément de traitement indiciaire est déclaré dans la rubrique, entre crochets donc spécifique, indice complément de traitement indiciaire CTI, dont l'adresse informatique est S21 G0040 081, est intégré aux rémunérations de type, alors les types 001, rémunération brute non plafonnée, 002, salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, 003, salaire rétabli et reconstitué, et puis 010, salaire de base déclaré dans le bloc rémunération 051. Et on va les déclarer donc selon les règles de gestion en vigueur pour chacun de ces types de rémunération. Le montant correspondant, eh ben, c'est la hausse de rémunération. On doit la déclarer de manière isolée en éléments financiers au niveau du bloc rémunération, adresse 0051, en utilisant la valeur 022, et là c'est spécifique fonction publique, complément de traitement indiciaire, entre parenthèses CTI. Et le montant financier doit impérativement être déclaré en période d'origine d'acquisition du droit, c'est-à-dire à partir du moment où effectivement il est validé. La déclaration des aides-soignants, nouveau cas particulier, la fiche consigne 2087, on a une prime suggestion, spéciale de suggestion qui est égale à 10% du traitement indiciaire brut pour des personnels classés dans le corps des aides-soignants. Alors là, on précise aides-soignants, auxiliaires de puériculture et aides médico-psychologiques. Ce supplément est soumis à cotisation au taux en vigueur, ainsi qu'à une retenue et à une contribution supplémentaire dont le taux est fixé par décret. Donc, chaque cotisation doit faire l'objet d'un bloc cotisation individuelle qui est adressé S21 G0081 dédié et qui est conforme au Conseil général sur l'usage de ce bloc. Les cotisations sur prime de suggestion des aides-soignants, donc pour la part salariale et la part patronale, sont à déclarer en complément des autres cotisations restant dues selon les cas. La catégorie d'emploi des agents publics doit être systématiquement déclarée dans la rubrique Code catégorie de service, donc 056 pour un aide-soignant, elle doit être enseignée avec la valeur 02 fonction publique, emploi, service actif, ce qui rend valide le fait que vous ayez cette prime spéciale de suggestion qui a été attribuée. À chaque fois, on a des croisements entre les informations qui sont attendues et celles qui sont demandées, et celles que vous allez remplir de façon à ce qu'on puisse valider effectivement sans reposer des questions, soit en revenir systématiquement vers vous. Puis on a un cas particulier, toujours à fonction publique hospitalière, ce qui est celle du médecin coordonnateur d'EHPAD. Et là, soit le médecin coordonnateur, il est nommé dans un statut hospitalier et donc il cotise sur la base de l'assiette de cotisation qui correspond au statut qui lui a été attribué lors de sa nomination. Mais quand il est détaché, il cesse de percevoir cette rémunération au titre du corps dont il est détaché. Ça, c'est l'article R6152-56 du Code de santé publique, ce qui implique donc la signature d'un contrat qui va encadrer la rémunération entre l'établissement dont il est détaché et l'établissement dans lequel il exerce son activité. Et son affiliation sera donc effectuée non pas en fonction de son statut de praticien hospitalier, mais selon la nature juridique de son contrat. C'est l'article 51 de la loi 2014-40. Si ce contrat est public, alors il va être affilié à l'IRCANTEC. On a la chance d'avoir des experts en back-office de l'IRCANTEC et de la CNRACL et on aura sûrement des interventions lors des questions et réponses pour préciser, voire pour compléter certaines informations que je vous donne au travers de ce support et voire même certains éléments de ce support pourront peut-être évoluer un peu dans le temps. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire au titre des données sociales 2021 ou des données sociales 2022? Alors pour le dernier trimestre 2021, vous allez bien évidemment finaliser les obligations sociales, la DUX, le tableau récapitulatif et fiscal, le passereau au titre de l'année 2021. Vous allez préparer les éléments de la date SUD 2021 qui, elle, est attendue le 31 janvier 2022. Là, on est N4DS, on est dans l'ancienne norme, on est dans les anciennes déclarations. Mais dans le même temps, vous allez pouvoir identifier le SIRET déclarant, fiabiliser les NIR pour configurer la DSN de janvier 2022. Vous allez pouvoir réaliser une première DSN sur l'environnement de test, consulter les retours et puis du coup corriger les éventuelles anomalies qui vous seraient signalées. Et puis vous allez pouvoir, dès cette année 2021, informer les agents du passage à la DSN
à partir de la paye de janvier 2022. Et ce que je vous disais, c'est éventuellement mettre à jour les informations que vous avez sur les fiches agents. Au premier trimestre 2022, vous allez devoir finaliser la date dessus et la déposer avant le 31 janvier 2022. Vous allez faire tourner la paye de janvier 2022 avec un logiciel compatible DSN. Vous allez déposer la DSN du mois principal déclaré janvier avant son échéance de février 2022, parce que 5 février ou 15 février 2022 pour la paye de janvier 2022. Et surtout, ne plus réaliser les anciennes procédures qui sont substituées par la DSN. Le passereau, la DUX ou le tableau récapitulatif. Premièrement, ça va avoir pour effet de ne pas créer de doute ou de conflit au niveau de ce qui va être déclaré. Mais surtout, le second effet, c'est que vous n'aurez pas deux prélèvements à la source de l'impôt, parce que si vous faites un passereau et un passereau et une DSN, eh bien, c'est comme si vous aviez deux prélèvements à la source, et donc il y aura deux prélèvements de cette somme qui va être effectuée. Et ensuite, il va falloir prendre le temps de remettre à jour les informations de façon à récupérer ces éléments qui sont transmis. Alors, passage de questions-réponses. On va avoir l'occasion de rebalayer les questions et je vais profiter de la présence efficace de Sophie et de nos experts de la CDC pour lister ces questions et éventuellement y répondre. Et moi, j'en profite, pour rien vous cacher, pour boire un verre d'eau pendant cette session de questions-réponses. Peut-être Valérie, faites, si vous voulez indiquer les quelques précisions sur les fonds RAF. Je ne sais pas si vous pouvez activer votre micro. Apparemment pas. Je fais juste un petit test. Sinon, on avait une question, le temps que Valérie essaye d'activer son micro, on avait une question de Souad Nini sur un centre de vaccination qui a embauché des retraités et qui mettent une rémunération à 0% car ils sont rémunérés par code paie selon les heures effectuées, selon les normes de l'assurance maladie. Est-ce qu'on doit mettre une rémunération à 100% pour eux? Est-ce que c'est une réponse à laquelle une réponse qu'on est en mesure d'apporter maintenant ou plus tard? Alors, on va aller chercher la réponse précise. La règle de base, c'est que toute rémunération doit être transmise au moyen de la DSN. Donc, il va falloir voir effectivement si c'est considéré comme une rémunération, même si le taux est à 0, de façon à voir. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qu'on documente rapidement. Donc, on va revenir vers vous avec la réponse. On avait également une question de Valérie Dereux sur les agents qui sont sous le régime PCME, donc président de commission médicale d'établissement. Ça, il me semble qu'on n'a pas de réponse, on viendra vers vous par écrit. Autre question de Sylvia Lemierre sur les praticiens qui sont en mise à disposition et qui sont à 0%, mais sont enregistrés sur le logiciel de paie pour avoir des droits d'accès au logiciel de cotation des actes, mais donc sans date de sortie indiquée sur le logiciel de paie, si je comprends bien. Est-ce que ça pose problème pour la DSN, même s'ils n'ont pas de bulletin de paie, bulletin de salaire? Pardon, il faut que je réouvre mon micro. La DSN, c'est le reflet de la paye. Donc, s'il n'y a pas d'émission de bulletin de paye, s'ils ne sont pas présents dans la paye, ils n'apparaissent pas dans la DSN. Maintenant, Maintenant cette rémunération à l'acte ou ces éléments ça demande à être précisé parce que là, je vous dis, la règle de base, c'est toute rémunération doit être portée à l'intérieur de la DSN. Maintenant, si ce n'est pas présent dans la paye, il n'y a pas de logique à ce que ça soit présent dans la déclaration sociale nominative. On avait aussi une question aussi de Souad Nini sur est-ce qu'il y a une différence entre la fin de contrat prévisionnel et la fin de contrat effective? Car chez nous, nous avons des contractuels sans fin de contrat, car sinon on a un problème au niveau de notre logiciel de gestion de temps. Eh bien, écoutez, c'est dans le paramétrage de votre logiciel de paye que vous allez pouvoir effectivement régler ce problème-là, puisque finalement, pour les contractuels, l'idée, c'est de renseigner la date la plus ultime, de façon à ne pas avoir de soucis. Mais sinon, si c'est à la cause d'une succession de contrats
C'est simplement un bloc changement. On déclare la fin du contrat prévu. Si cette date évolue, on fait un bloc changement qui précise la nouvelle date et qui, du coup, permet de remettre en place cette notion de contrat, puisqu'on est sur une notion de contrat dans la déclaration sociale nominative qui est différente pour le régime général et pour la fonction publique. Pour le régime général, c'est réellement ce qui est signé entre l'employeur et le salarié. Dans la fonction publique, c'est ce qui régit le lien entre l'agent et l'établissement qui l'emploie. Donc en réalité, on a deux termes qui se percutent un peu dans le cadre du CDD, dans le cadre du contractuel. C'est que le contractuel, on n'est pas exactement sur la même notion de contrat dans les deux cas. Donc sur le logiciel de temps, malheureusement, je ne peux pas vous dire que c'est lui qui aura la priorité sur la DSN. Dans la DSN, il faut que vous remplissiez la date prévisible de fin de contrat pour un CDD. Il va y avoir d'autres On avait une question sur le dépôt. Faut-il respecter les dates de dépôt pour la DSN test? Alors, la DSN sur la plateforme de test, à pas confondre. Alors, il y a deux options. On va revenir après derrière sur comment utiliser. Non, la seule chose, bien sûr, alors, oui, l'échéance est importante à respecter, même en DSN de test, parce que vous allez transmettre au mois de novembre, avant le 5 novembre, les salaires d'octobre. Si vous le faites après le 5 novembre, vous allez changer le nom. Vous ne direz pas que c'est les salaires d'octobre, vous direz que c'est les salaires de novembre. Et du coup, entre le 6 novembre et le 5 décembre, vous pourrez publier plusieurs DSN de suite en mode annulaire en place, en recevant les comptes rendus métiers à chaque fois de ce que vous venez de déposer pour faire les corrections et effectivement redéposer. Mais sur ce qui est attendu, que ce soit sur la plateforme de test ou sur la DSN normale, c'est l'activité d'une période, ce qu'on appelle le mois principal déclaré. Donc, respecter l'échéance du 5 novembre pour la paye de mois d'octobre, oui. Si vous êtes après le 5 novembre, je vous invite juste à changer le mois dans la période de paye et vous pourrez parfaitement déposer des DSN du mois suivant. Ce qui n'est pas le cas sur la DSN en mode réel. Quand vous serez en mode réel, vous n'avez pas le choix. C'est la DSN du mois principal déclaré précédent qui est attendu. Alors, Madame Lemonnier, tu as répondu. Sophie, quand dois-je faire ma DSN si je suis en congé du 5 au 15? Vous pouvez même être en congé du 5 au 30. La déclaration sociale nominative d'un mois concerné est possible à partir du moment où vous avez dépassé l'échéance, c'est-à-dire le premier jour qui suit. Donc, je vais prendre l'exemple du mois de juillet. Du mois de juillet, oui, la DSN est attendue le 5 août, mais vous pouvez déposer la DSN concernant la paye de juillet à partir du 6 juillet jusqu'au 5 août. Si c'est la DSN pour le mois d'août, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous avez prévu de prendre vos vacances, ça sera la même chose, mais par rapport à septembre, c'est-à-dire vous pourrez le salaire du mois d'août, déposer la DSN à partir du 6 août jusqu'au 5 septembre, de façon à respecter ces jalons. Donc finalement, on est dans une situation qui vous permet d'être sur ces 31 jours, présent au moins une journée, ou alors de l'avoir déposé en amont. On a Sylvia Lemire qui précise sa question tout à l'heure sur les fins de contrat. Nous avons des contrats de collaborateurs de garde pour les internes ou praticiens avec 0% en ETP et 0% en rémunération sans date de fin. Devons-nous les déclarer avec un code 7 médecin sans statut hospitalier? Faut-il mettre obligatoirement une date de fin pour ces cas? Eh bien là, c'est une bonne colle. C'est une bonne colle, on va aller la documenter, on va vous répondre. Et plus tôt aussi dans le webinaire, on avait une question sur les coordonnées et les NIR des agents. Quelqu'un demandait s'il fallait demander de confirmer les coordonnées et les NIR d'un formulaire. Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? De toute façon, si ce sont des NIR qui sont certifiés, il n'y a aucun souci. La procédure, elle est connue et c'est effectivement par l'outil de gestion des NIR qu'on vous met à disposition. Pardon, que vous pouvez vérifier. Sinon,
sur les étrangers, donc il y avait la procédure particulière, et on est dans l'utilisation du NTT si vous êtes sans NIR. Parce qu'il y a une différence. Il y a une différence entre le NIR quand un agent est connu ou quand un agent finalement n'est pas connu, mais le prénom sur lequel il manque un accent, ça fait effectivement qu'on peut recevoir les informations, mais qu'on demande à certifier le NIR parce qu'on n'est pas sûr que c'est effectivement le bon prénom qui est en cause. Quand on a une déclaration sur le NIR et que dans le NIR, bien évidemment, c'est le nom de naissance et que vous avez enregistré dans la fiche agent le nom de femme mariée, là, par contre, on n'a pas du tout de certitude que c'est bien la même personne et du coup, le NIR ne peut pas être utilisé en l'état. On vous demande de valider ce NIR et donc on a un NIR connu ou un NIR certifié. Dans les deux cas, la procédure est complètement différente. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... Ce qui est bien, c'est que toutes les réponses qui pouvaient être portées aux questions sont déjà mises par nos experts dans l'onglet. Et bon, on ne pose que les questions pour lesquelles on n'a pas les réponses. Donc, c'est très bien. Bon, finalement, je vais y aller, subrogation ou autre. Bon, les 4-5 questions qu'on vient d'avoir là sur les cas très particuliers, non seulement on va vous répondre, on va les rechercher si elles sont déjà documentées dans la base de connaissances, et sinon, on va la documenter. Donc, votre question va intéresser beaucoup de gens parce que s'il n'y a pas de documentation dans la base de connaissances, on va la créer de façon à avoir ces éléments de réponse. Je vous propose de passer à la suite, puisque se pose la question de l'utilisation ou non pardon, de la mise en place de la DSN chez vous, que ce soit la DSN ou que ce soit la DSN sur la plateforme de test. Alors, premier cas, vous êtes déjà inscrit sur NetEntreprise. Avec un petit rappel, il n'y a que l'administrateur, celui qui a le rôle d'administrateur, qui peut ajouter des droits déclaratifs. Donc, si ce n'est pas vous, il faut prendre contact avec lui pour mettre en place les démarches. Si vous êtes inscrit, donc vous cliquez sur se connecter, vous complétez le formulaire, vous saisissez aux paramètres, siret de nom, prénom et mot de passe, et vous cliquez sur connexion. Dans le menu principal, vous allez cliquer sur gestion. Donc ça, c'est un élément qui vous permet de savoir si vous êtes administrateur ou pas. Si vous n'avez pas accès à gestion, c'est que vous n'êtes pas l'administrateur. Et pour ajouter la DSN pour le régime général. Donc la seule différence au niveau de la DSN, la vraie différence de routage de la DSN, ça va se faire si vous êtes soit du régime général, soit du régime agricole. La fonction publique, considérée comme faisant partie du régime général, c'est géré par NetEntreprise et le concentrateur NetEntreprise, alors que pour le régime agricole, c'est la mutualité sociale agricole, la MSA, qui reçoit les DSN. Donc, c'est au moment de cliquer que vous allez ajouter la DSN pour le régime général. Vous avez la liste des déclarants inscrits qui s'affiche. Si vous devez ajouter une habilitation, eh bien, vous cochez la bonne case. Si vous voulez supprimer une habilitation, vous décochez la case. Et puis, vous renseignez le mot de passe et la question-réponse secrète réponse, puis vous cliquez sur valider. Alors, dans les diapositives qui vont suivre, vous avez le pas à pas qui est décrit. Je ne vais pas le décrire à chaque fois. Simplement, vous allez pouvoir vous référer à ces diapositives si vous avez besoin, effectivement, de faire une des actions qui vous sont proposées. Là, par exemple, si vous n'êtes pas inscrit à NetEntreprise, vous allez d'abord sur « Je crée mon compte » et puis vous suivez les éléments. Petit point d'attention sur le mot de passe et la question secrète. N'hésitez pas à mettre une question secrète, à choisir une question secrète et à mettre une réponse tout à fait objective qui va vous permettre, en cas de stress, puisque c'est à ça que ça sert, hein,
quand vous aurez perdu éventuellement le mot de passe et que vous voulez le réactualiser, que vous êtes à quelques heures de l'échéance, c'est pas plus mal d'avoir la bonne réponse. On avait, il y a quelque temps encore, plusieurs milliers de déclarants qui avaient mis comme réponse à la question secrète nom du conjoint Brad Pitt. Alors c'est sympa à mettre quand on fait l'inscription. Par contre, quand vous êtes en stress, je ne vous dis pas effectivement quelle tête devaient faire ces personnes quand elles appelaient le centre de support en disant j'ai un problème avec mon mot de passe et on leur demandait si par hasard elles avaient connu quelqu'un qui s'appelait Brad Pitt ou pas. Donc vraiment mettez une réponse à la question secrète dont vous allez pouvoir vous souvenir et qui va être utilisée. C'est encore des cas on en a tous les mois, hein, donc c'est pas quelque chose d'inutile de le préciser. Après, vous allez cliquer sur votre entreprise et je vous laisse découvrir le pas à pas si vous n'êtes pas inscrit sur Net Entreprise que vous allez faire. Maintenant, le cas qui nous intéresse vraiment d'ici le mois de décembre, c'est l'inscription à l'environnement de test. L'environnement de test, il est accessible par l'adresse que vous avez qui s'affiche, http://test.net-entreprise au pluriel.fr /. On n'accède pas à l'environnement de test depuis Net Entreprise. On y accède par cette adresse. Vous allez devoir vous inscrire sur l'environnement de test. Si vous êtes déjà inscrit sur Net Entreprise, en production, mais pas sur le site de test, vous allez devoir vous inscrire. On a 2 inscriptions qui sont totalement différentes. Il n'y a pas de lien, heureusement, entre l'environnement de test et la production. La production, c'est du réel, tout est transmis. La plateforme de test, c'est à l'image exacte de la production, sauf que les éléments sont transmis mais ne sont pas enregistrés par les organismes. Ils vont jusqu'aux organismes, mais eux ne les enregistrent pas. Par contre, ils vous font les retours en vous disant, soit OK. On a eu une question tout au début, on était très surpris, quelqu'un qui nous disait, mais moi je suis rentré en DSN, je suis un peu embêté parce que j'ai que des comptes rendus métiers, OK. Ça voulait juste dire que tout était bien, que ce qui était attendu était au bon endroit et les conditions dans lesquelles il avait fait étaient les bonnes. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire qu'aujourd'hui, nous recevons environ un peu moins 25 millions de déclarations par mois, 25 millions de lignes de salaire par mois, pardon, pas de DSN, 25 millions de lignes de salaire par mois, avec un taux de conformité qui est supérieur à 97%. Ce qui veut dire que pour 97% des gens, des déclarants, la DSN, c'est simplement appuyer sur envoi, puisque c'est le dernier acte de la paye, et qu'il n'y a pas d'action spécifique à faire. Après, simplement, effectivement, il faut aller vérifier les comptes rendus métiers. Les comptes rendus métiers reviennent tous avec des OK, donc tout va bien. Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme de test, vous avez transmis des tests, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous connecter, l'inscription est déjà existante, et si vous avez perdu votre mot de passe, on vous a remis sur cette slide, en cliquant ici, un lien qui vous permet de réactiver, parce qu'on est sur la plateforme de test, de réactiver le mot de passe. Pour vous inscrire, vous avez le détail du pas à pas. Je ne vais pas le refaire, je vous indique juste qu'au milieu, dans la partie 7, pour transmettre la DSN, vous devez sélectionner dans chaque bloc les informations comme précisé. Là, tel que vous le voyez, on ne voit pas grand-chose. Vous allez vous apercevoir, quand vous allez vouloir vous inscrire sur la plateforme, que bien évidemment, ça apparaît sur la totalité de l'écran, mais qu'on a respecté la géographie des différents blocs. Ça vous donne juste les éléments qui permettent de le publier. Donc, vous suivez le pas à pas jusqu'au bout. Et puis, on a une question qui se pose. Pour vous inscrire sur la plateforme de test, soit il y a déjà un administrateur qui est inscrit pour une entreprise, il est possible qu'il y en ait un déjà d'inscrit, et dans ces cas-là, il va devoir activer ou faire activer l'inscription des nouveaux inscrits. Soit, première méthode, on demande la cooptation par mail, donc on va envoyer un mail à l'ensemble des administrateurs inscrits pour les informer de l'inscription, et puis ensuite, ils vont se connecter sur leur compte pour accorder ou refuser votre inscription à vous, en cochant la case afférente. Ou alors, vous demandez à recevoir une clé d'activation, sauf que là, ça va être transmis par courrier postal, avec la difficulté d'être embêté. Alors, Madame Dupuech qui dit un administrateur Net Entreprise plutôt, sur la plateforme de test, ce n'est pas un administrateur Net Entreprise, c'est un administrateur plateforme de test. Donc, c'est-à-dire s'il y a déjà quelqu'un qui a inscrit votre SIRET sur la plateforme de test. Vous avez donc, pour l'inscription à la plateforme de test, vous arrivez pour vous inscrire, vous remplissez tout, sauf que comme il y a déjà un administrateur, on vous l'a mis en rouge, voilà ce qui va changer. Et surtout, je vous en conjure,
ça fait un peu trop insistant ça, mais je vous invite à choisir la cooptation par mail. Parce que effectivement, si on passe par le courrier, vous allez avoir un délai entre 2 et 5 jours entre le moment où vous vouliez vous inscrire et le moment où vous allez pouvoir le faire. Donc surtout, passez par la cooptation par mail. S'il y a, en plus, la plateforme de test existant depuis peu, s'il y a quelqu'un qui s'y inscrit, il y a quand même de très très fortes chances qu'il soit toujours présent dans votre établissement. Attention, si au bout de 15 jours, votre demande de cooptation par mail ou la saisie de l'activation n'a pas été faite, eh ben, on aura votre inscription, donc le nouvel administrateur, qui va être automatiquement supprimé et vous devrez tout recommencer depuis le début. Qu'est-ce qu'on trouve sur l'environnement de test? Eh ben, bien évidemment, d'abord, l'inscription à la plateforme. Vous me direz, ça ne sert à rien si on ne peut pas venir se connecter. L'inscription à la plateforme de test, vous avez la possibilité de déposer les déclarations soit par l'accès du tableau de bord, soit en mode API, c'est-à-dire en transmission machine-to-machine depuis votre logiciel. Les contrôles de normes et les vérifications d'appartenance pour les SIRET sont faites. Vous allez transmettre les DSN et vous allez recevoir les bilans de traitement, le bilan d'identification des salariés, donc le fameux BIS qui vous permet de vérifier que vous êtes avec des NIR certifiés. Donc s'il est vide, c'est que tout va bien. S'il y a quelqu'un dedans, c'est qu'il y a un problème qui est dessus. Et puis un bilan de contrôle interdéclaration mensuelle. Ça, c'est par exemple si vous déclarez 200 agents et que le total des cotisations que vous déclarez est de 70 €, on va se douter qu'entre 70 € et 200 agents, il y a comme un problème. Donc, on va vous dire qu'il y a un bilan de traitement qui rend impossible l'enregistrement de la DSN. Vos données vont être transmises à la CDC avec en particularité que c'est transmis à la CDC 3 jours après l'échéance, donc le 8 ou le 18. Ça va être transmis aux organismes complémentaires, et là on a la liste des organismes complémentaires qui reçoivent les DSN, ou on va rajouter en plus une transmission de données à la MSA s'il y a besoin, puisqu'il y a certains agents qui dépendent de la MSA aussi. Et puis vous allez avoir accès au retour des OPS sur le tableau de bord, et ça c'est la partie la plus importante, puisque c'est ce qui va vous permettre de prendre connaissance des écarts entre ce que vous avez envoyé et ce qui est attendu, la façon dont ça a été fait, et le contenu, bien évidemment, de façon à pouvoir faire les corrections nécessaires, à pouvoir apporter les aménagements qui étaient demandés, pour que, à la DSN, la première DSN en mode réel, c'est-à-dire celle du 5 ou du 15 février, vous soyez déjà avec quasiment un paramétrage complet réussi de votre déclaration sociale nominative. Donc en réalité, là, ce que vous vous achetez en faisant une inscription à la plateforme de test et en faisant des DSN de test, c'est un peu de sérénité parce que les premières anomalies et les premiers éléments qui vont vous être transmis vont vous permettre de porter les corrections en mode test, de renvoyer une DSN avec la correction faite et de s'apercevoir que c'est bien ce qui a été fait, et du coup d'être le plus serein possible. Madame Blin, merci de votre question. J'ai déposé une DSN test hier et un retour CRM métier de l'URSSAF est revenu KO car une déclaration était déjà faite. Est-ce normal? Tout à fait, Madame Blin, puisque vous avez déclaré sur l'environnement, non pas de test, mais sur l'environnement de production. 4 possibilités. Vous pouvez déposer une DSN de test sur l'environnement de test. Vous allez recevoir les comptes rendus. Une DSN en réel sur l'environnement de test, vous allez recevoir les comptes rendus. Une DSN en mode test sur l'environnement de production, et là, vous allez recevoir un KO en vous disant on a déjà quelque chose qui est attendu, ou alors c'est quelqu'un effectivement qui n'a pas été renvoyé. Quand on vous dit une déclaration est déjà faite, ça veut dire que les données du mois sont déjà enregistrées au titre de la N4DS et pas au titre de la DSN. Et puis, vous pouvez aussi faire une DSN réelle sur l'environnement de production, et là, vous êtes en grave danger, puisque vous allez faire du doublon avec tout ce qui est fait, ce que je vous disais tout à l'heure, et là, effectivement, on est vraiment embêté. Donc, passez sur l'environnement de test et vous assurez, si vous donnez une plus grande sécurité, c'est-à-dire même si vous mettiez en mode réel ou pas, c'est-à-dire vous avez coché la case ou pas, vous ne prenez aucun risque. Le seul risque que vous avez, c'est de recevoir en retour les données de chacun. Donc, je vous invite à faire sur l'environnement de test, généralement en mode réel, c'est le plus efficace pour avoir tous les retours qui vont vous être donnés. Donc, si vous avez un KO, c'est que vous êtes sur l'environnement de production. Coup de chance pour vous, parce que finalement, vous n'avez pas tout raté. Vous l'avez fait réellement en mode test et du coup, ça n'a pas fait de doublon et vous n'aurez pas de suite à part ce compte-rendu KO qui est effectivement pas toujours joyeux quand on le reçoit. Donc ça, c'était ce qu'il y avait à l'intérieur de l'environnement de test. Vous avez maintenant
un petit lien hypertexte qui va vous emmener sur un MOOC que vous pourrez regarder tranquillement, qui est ajouté la DSN tout simplement. Vous allez voir, c'est sûrement plus clair qu'avec moi. Et puis, autre élément, autre petit MOOC, comment consulter son tableau de bord, puisque c'est vraiment, vraiment l'outil qui est le plus efficace et le plus important pour justement soit prendre connaissance des écarts qui ont été constatés, et puis des modalités de correction de ces écarts. On vous met un exemple du tableau de bord, de la forme qu'il a. Ça, c'est l'exemple de ce que vous avez en accès sur Net Entreprise. Ça n'est pas forcément le tableau de bord que vous avez dans votre logiciel de paye. Certains logiciels de paye injectent à l'intérieur d'un tableau de bord spécifique, plus humainement lisible, les éléments qui remontent. Donc, vous n'avez pas forcément besoin d'accéder au tableau de bord Net Entreprise, sachant que seul le tableau de bord de Net Entreprise peut emporter la totalité des éléments qui doivent être portés à votre connaissance. Alors, comment il se présente? Dans la partie haute, on a l'identification du déclarant. Vous allez voir, c'est vous, vous allez vous être rassuré sur le fait que c'est bien vos éléments. Ensuite, vous avez les retours. Ces fameux comptes rendus métiers sont là dans la partie retour, avec une petite loupe. Alors là, vous voyez, c'est tout petit sur la présentation, mais dans la réalité, c'est un peu plus gros. Il faut cliquer sur cette loupe pour l'ouvrir. Ensuite, vous avez la synthèse des déclarations déposées, acceptées ou rejetées. Là, on a une technologie, donc on n'est pas peu fier au GIP, c'est une technologie de couleur. En gros, si vous êtes à jour, c'est vert. Si vous n'êtes pas à jour, c'est rouge. Donc, du premier coup d'œil, normalement, vous n'avez pas d'excuse. Vous savez si vous êtes dans les clous ou s'il y a un problème. Ensuite, vous avez la zone de dépôt. Si vous n'êtes pas en mode API, c'est-à-dire ce n'est pas votre logiciel qui transfère automatiquement, mais c'est là que vous allez déposer le fichier que votre logiciel a créé. Et puis en dessous, un grand service efficace, c'est la porte d'entrée vers les autres services qui est mise à disposition par certains organismes. On fonctionne au GIP avec, bien évidemment, l'ensemble des organismes de protection sociale, avec qui on a noué ce qu'on a appelé un cercle de confiance. Ça veut dire que quand vous êtes déclaré, quand vous êtes là sur le tableau de bord, c'est que vous êtes identifié sur Net Entreprise. Eh bien, quand vous êtes identifié sur Net Entreprise, vous êtes réputé identifié sur monursaf.fr, vous êtes réputé identifié sur les portails d'autres organismes. Et simplement en cliquant sur le lien, vous pouvez y accéder. Donc, si vous avez un compte rendu métier au-dessus qui est retourné par l'URSSAF avec une problématique, un code ou quelque chose que vous ne comprenez pas, sans quitter Net Entreprise, vous cliquez sur monursaf.fr et vous accédez à votre espace URSSAF et vous allez pouvoir effectivement, et d'une, voir et lire les éléments qui sont mis à disposition, contacter un agent de l'URSSAF si vous avez une question qui est encore plus précise, et puis revenir ensuite sur Net Entreprise en réutilisant, puisque sur chacun de ces sites de la sphère de confiance, vous avez un petit bouton Net Entreprise qui vous ramène, sans avoir à vous réauthentifier, on vous ramène sur votre porte d'entrée, sur votre zone de déclaration. Un petit point de précision, là on a 2 comptes rendus métiers, vous voyez à gauche la liste des comptes rendus métiers qui est donc dépliée, et puis à droite, la forme que ça prend. Donc, dans le premier cas, on a un salarié qui a été trouvé dans le système d'identification, mais certains éléments contiennent des écarts. Et donc là, on dit que ce n'est pas certifié, mais qu'il n'y a aucun contrôle bloquant. Par contre, le salarié n'est pas trouvé dans le système d'identification, et là, on est absolument incapable de savoir comment on peut le gérer, et on vous refait remonter cette anomalie bloquante en vous disant attention, on ne va pas pouvoir travailler, il faut soit créer un numéro technique temporaire et donc du coup transmettre les données sous ce numéro technique temporaire, et dès que vous aurez le NIR, vous pourrez faire une DSN avec les 2 éléments dedans et on va pouvoir chaîner les éléments. Mais en tout état de cause, on ne peut pas affecter ces éléments-là, sachant qu'il y a quand même le N de déclaration sociale nominative qui dit que c'est par individu que les éléments sont affectés. Et là, vous vous rendez compte qu'on est à 1h20 au lieu de 1h15, donc on est un peu au-delà, mais on a encore un petit temps éventuellement pour les questions-réponses. J'ai vu que vous aviez des réponses qui avaient été portées par la CDC en mode texte dans les questions, donc n'hésitez pas à vous y référer. Il y a des précisions qui sont importantes qui vous ont été apportées par nos experts. On a une question qui avait été posée au moment du point sur les changements et corrections et qui est remontée là. Par quels moyens allons-nous modifier les blocs? Par où passons-nous? Eh bien, vous passez par votre logiciel. C'est dans votre logiciel que ces blocs sont accessibles.
Donc là, je vous disais, c'est vraiment ce que l'on vous décrit, c'est une cinématique et un mode de fonctionnement avec des adresses informatiques derrière. On vous donne ces adresses simplement parce que quand vous avez une remontée d'informations qui vous dit qu'il y a un écart qui est constaté, on vous donne l'adresse, entre guillemets, hein, l'adresse informatique de cette donnée, de façon à ce que vous n'alliez pas corriger une donnée qui au départ était juste et qu'on ne se retrouve pas, au lieu d'avoir une bonne donnée maintenant, avec 2 erreurs à l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on vous donne cette adresse. Mais le bloc changement de contrat, dans votre logiciel, ça s'appelle changement de contrat. Si vous avez un changement de contrat, bah, quand vous allez cliquer dessus et que vous allez le remplir, vous allez accéder à la bonne adresse informatique et la bonne donnée sera faite. Si c'est une correction, pareil. On est généralement, d'ailleurs vous l'avez vu dans la numérotation, vous y avez peut-être été attentif, quand on est sur le bloc, par exemple, contrat, qui est lui, de façon générique, coté en 40, le bloc changement contrat, il est coté en 41. Et puis ensuite, vous avez 41, 001, 002, 003, si c'est la date de début, si c'est la date de fin, si c'est les modalités d'application du contrat, si c'est... On a ensuite, c'est vraiment un peu comme les poupées russes, vous allez descendre au creux de la donnée pour pouvoir effectivement affecter les changements ou les corrections. Merci Didier. Ensuite, on avait 2 questions sur les arrêts maladie. Une première de monsieur Bruno Jeun qui a très envie qu'on lui réponde, donc qui a posé 2 fois sa question. Lorsque les agents contractuels ont un arrêt maladie long et que les droits alternent entre le plein et le 0 traitement, doit-on faire, comme auparavant, une nouvelle déclaration à chaque fois que l'agent reprend ses droits au titre de la subrogation? Alors là, j'allais dire, il faut que vous rentriez en contact avec votre CEPAM parce qu'en réalité, on a, quand vous dites en temps long, les droits ne sont pas les mêmes quand on est en moins de 6 mois ou à plus de 6 mois. Donc, si vous êtes à plus de 6 mois, vous êtes en longue maladie. Et là, l'alternance entre la subrogation ou pas, ça se gère directement avec l'assurance maladie. Maintenant, on est vraiment dans une, je ne vais pas dire dans une zone de doute, mais en réalité, les signalements d'événements sur les contractuels, aujourd'hui, peuvent effectivement passer. Ils emportent la date de début, la date possible de fin et le contenu. C'est-à-dire, effectivement, s'il y a des éléments à transmettre spécifiques sur l'arrêt ou pas. Ce que vous allez faire, donc si c'est en dessous de 3 mois, vous allez faire des blocs changements du signalement d'événements, ça existe, et vous allez remettre soit une nouvelle date de fin, donc vous allez changer la date de fin initiale, soit vous allez effectivement cocher ou décocher la subrogation. Mais là, franchement, je vous invite à prendre contact avec votre CEPAM pour qu'on ait les éléments qui sont relatifs à la façon dont eux vont le gérer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans la DSN, vous avez, puisque ça fait l'objet éventuellement d'un signalement d'événement, vous allez passer par un bloc changement quand on est en dessous de 6 mois. Par contre, il faut bien préciser, parce que je sais que dans le signalement d'événement, au niveau de la subrogation, ce que vous devez préciser, c'est non pas la date de fin du contrat, de l'arrêt, pardon, excusez-moi, la date prévisible de reprise, mais la date de fin de subrogation. Donc, si c'est une subrogation sans limite, ben, vous mettez 1er janvier 2799, si vous avez envie. Mais si ça s'arrête, même 3 mois, si c'est une subrogation de 3 mois, vous devez mettre la date de fin de subrogation et non pas la date de fin de l'arrêt. Et vous ne devrez, en DSN, publier un signalement que en cas de reprise anticipée. On avait aussi une question de Valérie Dereuse, mais je ne suis pas sûre de comprendre la question, donc tu me diras si tu la comprends mieux. Lorsque 2 agents sont en maladie à demi-traitement ou sans traitement et que l'arrêt ne couvre pas tout le mois de paye, une prolongation fictive pour ne pas payer l'agent a tort. J'imagine une prolongation est faite. Si l'agent reprend à l'issue de son arrêt, nous supprimons la prolongation fictive et faisons un acompte. Cette pratique peut-elle perdurer en DSN? Bah, c'est le reflet de la paye. Je pense que ce que vous avez, ce dont vous tenez compte, c'est qu'on est dans la subrogation
Et donc, vous faites effectivement une prolongation de façon à assurer le traitement. La philosophie de base que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que ça impacte le contrat? Est-ce que ça impacte la rémunération de l'agent? Si oui, si la réponse est oui à une de ces deux questions, obligatoirement, ça doit passer par la DSN. Parce que vous soyez en subrogation ou en paiement, l'idée, mais bon, ça fait partie de la façon dont vous travaillez, c'est de jamais avoir d'interruption de la rémunération d'un agent. Donc, vous devez, dans la DSN, si vous êtes en subrogation, signaler à l'assurance maladie qu'elle doit prendre en compte. S'il y a une prolongation, qu'elle doit prendre en compte plus longtemps. S'il y a une diminution, c'est-à-dire s'il y a un arrêt avant la prolongation, comme que vous appelez fictive, qui n'est pas complètement fictive, c'est juste que vous assurez une période de rémunération complémentaire. Mais dès le retour, vous avez effectivement un signalement de retour anticipé et de façon à faire cesser la subrogation. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est comme ça que j'avais compris. Donc, Après, on avait un point aussi qui a soulevé plusieurs questions sur l'attestation employeur de Pôle emploi. J'avais répondu qu'en faisant un signalement en fin de contrat de travail, l'attestation se générait automatiquement, enfin, les infos étaient envoyées à Pôle emploi. Et la question suivante était sur le délai, l'historique qui est nécessaire. Et il me semblait qu'avec le nouveau signalement FCTU qui arrive là en 2022, il n'y a plus d'historique nécessaire. Parce que ça va chercher sur toute l'antériorité et ce ne sera pas bloquant selon même s'il y a moins de 36 mois d'historique. Est-ce que c'est vrai ou pas? Pour être sûr d'avoir donné la bonne info. Mais je pense que tu mérites ton titre d'expert. C'est effectivement, mais non, c'est dans le FCTU, on a la possibilité de faire transiter des périodes inframensuelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait une ancienneté de 2 mois et demi, dans le FCTU, vous ne déclarez pas les 2 mois, vous déclarez simplement les demi. Mais je vous invite à aller consulter le support des webinaires précédents. On a une explication bien précise qui est faite sur qu'est-ce qui est attendu dans le signalement d'événements dans le FCTU, qu'est-ce qui est attendu au niveau des dates. Donc en réalité, le FCTU, c'est un signalement qui dit à Pôle emploi, j'ai monsieur ou madame, allez, on va dire monsieur Kuhn, puisque c'est moi, ça y est, je viens d'être viré là. Monsieur Kuhn, effectivement, quitte le GIP après 3 mois et demi d'activité, il part le 20. Les 2 mois précédents, comme j'étais déjà en DSN, Pôle emploi va y avoir accès. Par contre, pour le demi-mois, puisque la paye n'est pas encore faite, je vais les porter dans le signalement fin de contrat de travail unique. Donc oui, effectivement, on remonte jusqu'à 36 mois. La possibilité est de remonter jusqu'à 36 mois. La durée du contrat, si elle est inframensuelle, on doit avoir les éléments de paye à l'intérieur, parce qu'ils ne sont pas déjà en DSN mensuel, en flux mensuel. Si par contre c'est déjà compris en flux mensuel, c'est réinjecté dans le système pour Pôle emploi. Alors... Et on a M. Waten Araou qui précise que le FCTU sera disponible sur iMagnus de Berger-Levrault à partir de décembre 2021. Merci pour l'information. Alors ça, c'est aussi une des chances, et n'hésitez pas à regarder les replays des webinaires précédents ou au moins à consulter les questions-réponses, parce qu'il y a pas mal de réponses qui sont portées entre personnes. Vous avez des pairs qui sont dans d'autres organisations comparables à la vôtre qui peut-être ont déjà rencontré la situation et qui peuvent vous apporter des réponses. Alors, Madame Deureuse. Donc, on avait à peu près compris la question, mais elle vient de la préciser. Le fait de supprimer une prolongation fictive d'arrêt maladie sur le mois suivant ne gêne donc pas. Du coup, la déclaration peut être faite le mois suivant ou devons-nous signaler un événement. Alors, prenez la frise calendaire que je vous avais proposée et vous allez voir, parce que finalement, dans la DSN, on fait la photographie de la Là, c'était la bonne nouvelle, c'est que j'ai bientôt fini. Je vais bientôt vous laisser tranquille. La déclaration de la DSN, c'est le mois passé, ce n'est pas le mois suivant.
Donc, quand vous dites une prolongation fictive d'arrêt maladie sur le mois suivant, finalement, ça intéresse peu la DSN mensuelle. Par contre, si on est sur un retour anticipé, si on part du principe que ce n'était pas complètement fictif puisque ça a été déclaré, vous devez le signaler dans la DSN. Si c'était marqué dans la DSN, c'est un retour anticipé, vous devez faire un signalement d'événement pour retour anticipé, de façon à arrêter le paiement. Si c'est vous qui gérez le paiement, c'est-à-dire que c'est un remboursement par l'assurance maladie, je vous invite à le faire aussi, parce que de toute façon, il va y avoir une différence entre la période rémunérée et la période rémunérable, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, le signalement d'événement en retour anticipé, bien sûr, est efficace s'il s'agit d'un contractuel. S'il s'agit d'un agent de la fonction publique, malheureusement, non, ce ne sera pas avant janvier 2023, donc il faut passer par la DSCJ ancienne version. Mais je vous dis, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CEPAM de façon à vérifier comment faire réellement et quelle procédure, parce que ça se trouve, il y a une procédure encore plus simplifiée que celle dont je vous parle, qui peut être mise à disposition par votre CEPAM. Eh bien, Madame Thalet, bravo. Voilà, bah oui, c'est ce que Sophie vous dit. Je ne vous dis pas bonne chance parce que vous allez voir, ça va fonctionner. Et puis, bah, ceux qui n'ont pas vu la présentation, s'ils étaient inscrits à la présentation, ils pourront accéder au replay dès qu'on aura fini, par le même lien qui vous a permis d'y accéder. Et du coup, ils auront, et d'une, accès à la présentation, ils auront accès aux questions-réponses, et puis aux petits liens qui vont vous permettre d'y accéder facilement. Mais n'hésitez pas à nous faire part de votre réussite derrière cette première DSN de test. Et petit détail, ne vous laissez pas impressionner si vous avez 150 agents et que vous recevez 150 anomalies. Il est possible, par exemple, que vous ayez dans votre logiciel de paye décidé, pour vous simplifier la vie, que tous les contrats démarraient au 1er janvier 2020, histoire de simplifier les choses. Sauf que comme ce n'est pas possible, on va vous mettre des anomalies bloquantes pour tout le monde jusqu'à ce que vous ayez mis les bonnes dates de contrat. Donc ça fait partie des éléments sur lesquels il faut effectivement être attentif. Et là, au lieu de 150 anomalies, en réalité, il n'y en a qu'une, sauf qu'elle se répète 150 fois. Alors, Madame Blin, agent contractuel arrêté 3 mois en accident de travail. En arrêt de travail ou en accident de travail? En accident de travail. Où il n'y a plus de subrogation et que l'agent est indemnisé par la CEPAM, l'agent n'est plus indemnisé par nous, donc il n'a pas de salaire, pose-t-il un problème? Alors non, ça pose pas un problème dans la DSN, mais c'est pas parce que, accident, encore plus, c'est pas parce qu'il n'est pas rémunéré par vous qu'il ne doit pas être présent dans la DSN avec, effectivement, le statut en arrêt et une prise en compte par la CEPAM. Mais c'est effectivement la CEPAM qui va par exemple payer le prélèvement à la source. Tous ces éléments-là seront directement accessibles par là. Mais vous ne sortez pas un agent de la DSN s'il n'est pas sorti de l'établissement dans lequel il travaille. Qu'il soit plus rémunéré par cet établissement n'en fait pas quelqu'un qui a été remercié ou licencié. Par contre, si effectivement le contrat est terminé ou que vous décidez une fin anticipée du contrat, ça c'est autre chose, ça c'est à gérer différemment. Mais sinon, la rémunération peut parfaitement être de votre côté à néant, sachant qu'il y a une prise en compte par l'assurance maladie de ses revenus. Oui, d'autant plus, oui, effectivement, si c'est un accident, là c'est pris en compte différemment. Oui, Madame Caruba, pour accéder au replay, il faut être. Sophie est en train de vous répondre. Il faut être inscrit, et sinon, effectivement, il faut s'inscrire à la prochaine. Mais on va le mettre en mode accès sur inscription. Sophie me dit que oui. On va le mettre en mode accès sur inscription. Donc, les gens qui voudront y accéder feront une inscription et pourront accéder au replay. Il y a sûrement des questions auxquelles on n'a pas apporté de réponse, soit parce qu'on ne les a pas vues, mais normalement, entre les experts qui sont en back-office de la CDC, que je remercie encore
pour leur présence et pour les réponses qu'ils portent et les éléments qui sont retransmis par Sophie Caillot. On devrait avoir à peu près tout balayé. Donc, sauf si, hop là, du coup, il y a... J'ai eu peur, je croyais que c'était une nouvelle question, mais non, c'est juste des gens qui nous disaient merci. L'AED sera transmise via la DSN fin de contrat ou FCTU à venir. En revanche, nous avions compris qu'il appartient à l'établissement de récupérer l'AER pour le donner à l'agent. Qu'en est-il? Alors, oui, on a effectivement une vraie différence entre le droit social et le droit du travail. Le droit du travail vous impose de remettre sans délai à l'agent qui s'en va, ou au contractuel qui s'en va, l'ensemble des documents, enfin, solde de tout compte, enfin, tous ces éléments-là, et l'attestation employeur rematérialisée, qui est le compte-rendu métier du FCTU ou du signalement fin de contrat. Mais dans les éléments, vous avez ce retour, vous avez l'obligation. Droit social, ça passe par la DSN. Droit du travail, vous devez rematérialiser ce document qui doit être remis à l'agent de façon à pouvoir, lui, faire valoir et justifier ses droits. Autre adresse que je vous donne, et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait à le faire, inscrivez-vous à mesdroitssociaux.gouv.fr ou mesdroitssociaux.fr. C'est la base miroir de la déclaration sociale nominative. Et vous avez les éléments que vous transmettez qui sont mis à la disposition de chacun des individus, de chacun de vos agents, pour son cas particulier. Donc, ils peuvent effectivement accéder à ces éléments. Vous pouvez accéder à vos éléments de salaire, à vos éléments de cotisation sociale. Ça permet de remplir l'obligation de RGPD qui vous donne la possibilité, à chaque individu de savoir quelles sont les données qui ont été transmises, par quel biais et comment. Donc, n'hésitez pas à le faire et si vous avez des agents qui vous posent la question, mesdroitssociaux.gouv.fr, c'est la photographie de ce qui est transmis dans la déclaration sociale nominative. Madame Deureuse, nous allons essayer de très bons élèves, mais vous allez être de très bons élèves. Le métier de la paye est très complexe, donc sachez quand même qu'on est extrêmement respectueux du travail que vous faites et de la complexité que ça emporte. Donc oui, bien évidemment, comme d'habitude, vous allez toujours essayer de faire, non pas au mieux, mais de réussir au mieux, ce en quoi on a confiance. Je vous rappelle les chiffres, hein, 24 millions ou 25 millions de lignes de salaire par mois, un taux de conformité de 97%. Il n'y a aucune raison que vous soyez dans les 3% et que vous ayez des problèmes. Et si par hasard vous en avez, il faut que vous sachiez qu'une anomalie identifiée dans la DSN, corrigée dans la DSN, ne se reproduit pas. Alors que dans les autres déclarations, quand on avait des soucis, on avait le TIPEX et puis tous les ans, il fallait qu'on refasse les éléments. Aujourd'hui, avec la DSN, ça ne passe pas. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite donc à vous inscrire sur la plateforme de test et à rapidement passer une DSN de test de façon à avoir les premiers comptes rendus métiers qui reviennent. S'il y a des anomalies, que vous puissiez les identifier et les corriger et que du coup, vous puissiez aborder l'échéance du 5 février ou du 15 février 2022 le plus sereinement possible. Ne soyez pas inquiets outre mesure. Soyez attentifs et le plus précis possible dans les éléments. Et je vous dis, gardez les 3 grandes choses à avoir en tête. La DSN, c'est la photographie du mois, c'est la photographie de la paye. C'est aussi le dernier acte de la paye. Et tout ce qui impacte le contrat ou la rémunération d'un agent doit être porté dans la déclaration sociale nominative ou dans les signalements d'événements. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que là où vous êtes, il y a autant de soleil que pour nous à Paris, puisqu'on a la chance d'avoir un peu de soleil aujourd'hui. Donc, profitez-en pour remettre en place les éléments qui vont vous permettre de faire des DSN de test sur la plateforme de test. Il y a des humains, vous avez vu passer l'adresse pour la CDC, si vous avez des questions et des problèmes relatifs aux fonds qui sont gérés derrière la CDC. N'hésitez pas à les questionner, n'hésitez pas à questionner l'URSSAF, n'hésitez pas à questionner la CEPAM, n'hésitez pas à nous questionner nous aussi, de façon à ne pas garder de zone d'ombre dans la façon dont les éléments vont avancer. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches. Visiblement, la pandémie n'est pas complètement terminée.
Bon courage pour la mise en place de la DSN et éventuellement à très vite pour les prochains événements que les comités régionaux ne manqueront pas d'organiser à votre attention. Bonne journée à tous, merci.